Bonjour Pierre-Yves Farjas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Tribune pour cette 11e édition de l'Aéroforum. Comme le disait Boris à l'instant, vous êtes le CFO de Satis, un acteur reconnu et de référence sur la peinture aéronautique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel est le lien entre votre activité et la cybersécurité? C'est que vous avez été victime d'une cyberattaque il y a 2 ans. Comment on se rend compte qu'on en arrive à cet incident, que ce n'est pas simplement un bug informatique? Et surtout, quand on est manager comme vous, quelles sont les premières décisions qu'il faut prendre dans ces moments de forte tension et aussi d'émotion? Oui, tout d'abord merci de l'opportunité effectivement de témoigner, ça me paraît important. Je sais que des fois les entreprises qui ont été victimes de ce dont on a été victime hésitent à témoigner. C'est un peu peut être perçu comme une maladie honteuse, mais c'est pas du tout l'optique que l'on a chez Satis. Je pense que c'est important de partager de façon très, très transparente parce que c'est une expérience malheureusement qui, si elle n'arrivera pas à tout le monde, a une forte probabilité d'arriver à beaucoup d'entre nous. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qui s'est passé chez Satis? Donc c'était, et la date est gravée, c'était le 28 octobre 2022. Donc je vous raconte de manière très pratique. Il se trouve que ce jour-là, on avait un conseil d'administration qui était prévu à 10 heures. Et donc moi j'arrive au bureau à 7h30 parce que mon gentil président m'avait demandé de modifier les slides. Juste avant, Christophe Cador, pour ne pas le citer, juste avant, donc j'arrive à 7h30, je modifie les slides et j'imprime le jeu de slides pour la présentation. Mon imprimante est à peu près 3 mètres de mon bureau. Je finis à peu près 7h58 ma présentation, je lance l'impression, je vais à l'imprimante. Ça sortait, ça se poulait. Et je reviens à mon poste. Et là, j'ai un écran qui est façon puzzle, avec une pixelisation. Rien ne se passe. Quasiment au même moment, j'ai Grégory Mayer, le directeur général, qui m'appelle. Il me dit « Pierre-Yves, on a un problème là, IT, parce que... à l'usine de traitement de surface à Corne-Barieux, ils ne peuvent plus rien faire. Et puis les cols s'enchaînent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a été victime d'une attaque délibérée. Ce n'est pas quelqu'un chez nous qui a fait une fausse manip en cliquant sur un fichier corrompu. C'est une attaque délibérée. Et les pirates étaient rentrés chez nous plusieurs semaines à l'avance, avaient positionné sur quelques postes stratégiques des exécutables qui sont tous déclenchés à 8 heures le jour J. Donc voilà comment on s'en est aperçu. On s'en est aperçu très vite et de façon très douloureuse parce qu'on ne pouvait plus travailler. Et donc dans les premières mesures, les premières décisions, il y en a une qui est complètement... contre-intuitive, mais de suite, je suis allé voir notre DSI. Et donc là, on a commencé à diffuser des messages à tout le monde. On a 1200 postes, 2500 personnes dans le monde, 1200 postes. Demander à tout le monde de se déconnecter. Et on a aussi commencé à débrancher, mais de façon absolument non orthodoxe, tous nos serveurs, y compris les serveurs qui étaient hébergés chez les uns et chez les autres. Donc ça, c'est vraiment la mesure d'urgence et qui, incidemment, nous a quelque part sauvés sur la partie SAP, qui est notre ERP. La deuxième mesure, ça a été de convoquer notre COMEX qui fait office de cellule de crise. Et dans la foulée, d'informer et de convoquer notre cellule de gestion de crise plus opérationnelle. Et tout ça dans les 2-3 premières heures. Donc autant vous dire que le conseil d'administration a été réduit
Il vous a demandé de refaire les slides ou pas? De quoi? Non, non, on n'a pas refait les slides. Non, c'est bon. Voilà, donc c'est effectivement, et en termes d'introduction, c'est quelque chose qui a été très soudain, très brutal, inattendu, et sur lequel il a fallu, dans les premières heures, réagir très vite. Sur le choix des prestataires, comment vous avez agi? Parce que c'est vrai que toutes les entreprises industrielles avec qui on parle sur le sujet nous disent on a affaire à une jungle, et on en parlera tout à l'heure sur la table ronde qui suit. Donc vous, dans ces moments-là de tension, comment on choisit les bons partenaires techniques qui vont nous accompagner dans la résolution de cette crise? Est-ce que vous avez été confronté un peu à ce sentiment de vague de prestataires en tout genre qui vous proposent des services? Alors, il y a plusieurs... la réponse est oui, absolument. On a évidemment nos prestataires IT habituels, mais aucun de nos prestataires quotidiens n'est équipé pour gérer une situation comme cela. Donc on a, et c'est un conseil que je donnerai, en termes de préparation, et de façon très, très humble, on n'était pas suffisamment préparé là-dessus. Et donc, on a pris conseil auprès d'un certain nombre de personnes en qui on avait confiance. Et à titre personnel, j'avais malheureusement une petite expérience aussi sur le sujet d'une vie antérieure. Mais les trois prestataires, trois typologies de prestataires que je recommande d'avoir en magasin, prêt sur étagère, c'est ce qu'on appelle le prestataire de réponse à l'incident. C'est les gens qui vont analyser ce qui s'est passé et vous permettre, avant de remettre tout sous tension, d'avoir identifié quelle a été la source du problème. Parce qu'évidemment, il ne faut pas redémarrer si vous n'êtes pas sûr que le problème ne va pas s'amplifier. Ça, c'est le premier type de prestataire. Le deuxième, c'est gérer une crise de cette ampleur-là qui, chez nous, a duré, pour revenir au nominal, il nous a fallu quasiment 3 mois. Il faut un PMO. 3 mois pour retrouver un taux de production 3 mois avant pour crise. Nominal, oui. Pour donner, on est resté 15 jours avec 0 ERP. On est resté 1 mois et demi avec entre 20 et 25% de nos capacités ERP. Et on a dû réimager tous les PC et tous les serveurs de la société. Donc ça, c'est le premier, le PMO, le deuxième. Et ensuite, toujours bon à voir, et celui-là, c'est celui qu'on a eu le plus de mal à trouver. On a dû, sur certains serveurs, aller récupérer la data bit par bit. Et on a fait un appel, on a trouvé une boîte à Lyon qui était vraiment excellente, qui est spécialisée, c'est l'ironie, qui travaille pour les compagnies aériennes pour récupérer les disques des boîtes noires quand les avions se crashent, parce qu'ils peuvent être endommagés. Et nous, on a dû utiliser ce type de prestataire-là. Donc ça fait 3. Il y en a peut-être d'autres en termes de typologie, mais à mon sens, avoir ces 3-là prêts sur étagère avec une relation de confiance qui est déterminée, et les avoir avant, c'est critique. Il nous reste 1 minute 30 et j'aurai une dernière question pour vous avant qu'on passe à la table ronde, et vous resterez avec nous, donc on aura le temps de revenir sur cet épisode. Je voudrais qu'on aborde la gestion des émotions. C'est vrai que, vous le dites vous-même, les entreprises ont du mal à en parler parce que ça ne fait pas bonne presse, c'est pas bon pour le chiffre d'affaires, c'est pas bon pour la réputation. Mais en interne, parce que premièrement, c'est les collaborateurs qui sont confrontés à ça. Comment vous les avez rassurés? Comment vous avez géré cette crise, et puis comment vous avez rassuré vos partenaires industriels et vos clients dans les jours qui ont suivi? Et quand on a préparé un peu la session, c'est un sujet que j'ai amené parce que ça me paraît quelque chose de très important. On parle d'IT, on parle de prestataires, on parle de hardware, très froid. Tout ça. Mais au bout du bout, pour gérer une crise de cette ampleur, c'est les gens de la boîte qui vont la gérer. Et c'est un événement qui est excessivement violent, et je pèse mes mots, et excessivement anxiogène. Juste pour vous donner une idée, la première réunion de crise que j'ai faite avec l'équipe de la DSI, j'ai un membre de l'équipe qui est parti en larmes pendant un quart d'heure, on ne l'arrêtait plus, parce qu'il était tellement affecté par ce qui se passait
qui ne pouvait pas contenir ses émotions. Donc la communication avec les salariés, on avait des bulletins d'information quotidiens après nos réunions de crise. C'est délicat parce qu'en fait, tous et chaque individu sur chacun des sites a le sentiment d'être unique. Et en soi, ils sont uniques dans leur contribution. Mais c'était toujours, oui, mais Pierre-Yves, mais moi, c'est différent. Tu sais, moi, j'ai ce problème-là, j'ai ce client-là. Oui, mais désolé, on a 2500 cas qui sont similaires. Et il faut vraiment trouver le bon équilibre entre des communications qui s'adressent à tout le monde et une empathie et une connexion avec les personnes les plus clés et auxquelles on va devoir faire appel pour remonter la pente après. Merci pour ce témoignage, Pierre-Yves. On peut l'applaudir parce que c'est vrai que c'est pas simple de parler de ces sujets.